Mais il me semble qu'il y avait quand même des pièces qui étaient écrites. Des boulons dans mon yaourt, le graphique de Boskop, tout ça. Donc c'est quoi? C'est des textes, mais qui n'étaient pas définitifs, c'est ça? Oui, mais ça, en fait, c'est ça l'improvisation. Et alors, on peut dire que à la base, le café de la gare, c'est l'improvisation, l'école de l'improvisation, mais qu'on pourrait dire sous surveillance. Ma formule, c'est que c'est un métier qui s'apprend pas, mais qui s'invente. Je m'en fous, moi. Ce que je veux pas, c'est qu'ils aillent au-delà du pont de l'Alma. Mademoiselle, vous restez avec moi, s'il vous plaît. Ne quittez pas. Le théâtre est quelque chose de vivant, qui fonctionne pendant 1h30, hors du monde, uniquement dans le monde du théâtre. Il peut se passer des choses. Et si ce qui est dit ce soir-là est très bien, ça se garde. J'ai l'imagination, sans que ce soit même le principe de la Ligue d'impro. La Ligue d'impro, c'est sympa, mais c'est un principe. Donc, c'est un truc de virtuosité dans lequel, voilà, on admire la virtuosité des gens. Là, moi, je préfère ça. C'est-à-dire que dans une pièce qui est écrite, eh ben, on bifurque quand on est dans la situation. Bonsoir, vous pouvez applaudir, mais oui. Café de la gare, ça va, vous allez bien? Waouh! Désolé, du coup, on a commencé un petit peu tard. Vous avez pas trop attendu dehors? Franchement, t'arrives dans le Marais, tout est hyper chic. Tu passes devant des petits pains quotidiens et autres tartines hebdomadaires. Tu te dis, obligé, ça va être design comme endroit? Non, c'est le café de la gare. Attends, on est sur 50 ans d'histoire, là. Je sais pas si vous savez... Peut-être vous l'avez compris quand vous vous êtes posé sur les banquettes. C'était genre, ah oui, effectivement, il y a du patrimoine, là. J'avoue, en termes de confort, c'est pas une dinguerie. Non, mais surtout, j'arrête je vais pas charrier cet endroit, tu vois, c'est un privilège, c'est un honneur que de jouer dans cette salle et sur cette scène. Il s'est passé trop de trucs ici. Il y a une âme de contre-culture. Des fous, des hippies, des rêveurs, des insouciantes, des indociles qui tournent le dos au théâtre bourgeois et aux cabarets à la mode. Mais qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quels sont leurs réseaux? Attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Pourquoi t'en fais des caisses? Mais non, mais c'est la télé, alors faut pas que les gens y zappent, tu vois. Faut que ça fasse soirée drogue, prostitution, enquête, au cœur du système café de la gare. Oh non, mais Quoi? calme-toi, t'as posé 3 questions. Enfin, fais un truc simple, un truc qui présente. Ah ouais, un truc qui présente, ok. Bon. Présent. Créé à Paris en 1969 dans le quartier de Montparnasse, puis déplacé 2 ans plus tard dans celui du Marais. Ah non, mais là c'est chiant quoi. Quoi? Bah alors? Bah t'es pas un guide touristique, il faut que tu donnes envie aux gens de découvrir, de prendre de la hauteur. Ah ouais, genre le café de la gare vu du ciel, quoi. Ah, tu sais quoi? Non. On va les laisser raconter, Ah. ça va être mieux. Ouais, je pense que ça va être mieux, ouais. Alors, il y a qui sur cette photo? Sur cette photo, c'est l'équipe tout à fait de base. C'est la photo la plus connue du Café de la Gare. Il y a la fameuse fleur que Coluche avait faite. Donc, nous avons Henri Guibet, Jean-Michel Haas, Miu Miu, Patrick Devers, Romain, bien sûr, Gégé, Catherine Mitry, qui est là, qui est cachée derrière Coluche. Et moi. T'as vu, je me suis prise en dernier. Bah, j'arrivais d'un service militaire interminable à Berlin. Je savais pas quoi faire comme genre de boulot. Avec Romain, on s'est retrouvés dans le même cabaret qui s'appelait La Méthode, en haut de la montagne Sainte-Geneviève. Nous, on faisait des sketchs. Et puis, un dénommé Coluche qui présentait le spectacle. Il présentait les chanteurs, les comédiens. Et puis, de temps en temps, il servait à boire. Enfin, bref, on était là, on animait un peu la soirée. Je faisais chanteur dans un cabaret, un peu. Et puis j'ai rencontré Bouteille, qui faisait comique, lui. Et puis alors, il avait l'idée de faire un café-théâtre. Et je l'ai suivi. Je l'ai pas lâché. Pas dingue. Et là, c'était, pour dire, à une époque très troublée. C'était mai 68. La poussée de fièvre a surpris par son ampleur et le degré de sa violence.
Et alors, nous, on était là au cabaret, et le soir après le spectacle, il y avait toujours 2 ou 3 copains qui venaient nous amener des nouvelles du front. Qu'est-ce qui s'était passé, dans quelle rue, où est-ce qu'on avait jeté tel ou tel pavé. Un soir, comme ça, il y a Coluche et Romain qui sont approchés de moi et qui m'ont dit « Est-ce que ça t'intéresserait qu'on se fabrique notre propre théâtre à nous ?» Ah, ben, je me suis dit « Ça y est, on est dans le rêve, c'est normal, à cette heure-ci, on refait le monde. » Et peu à peu tes yeux se sont larges ouverts. Et je suis rentré chez moi et je n'y ai plus du tout pensé. Et puis 3 ou 4 semaines après, ils m'ont dit « Ça y est, on a trouvé le coin. » J'ai dit « De quoi ?»« Mais le théâtre qu'on doit se construire. » « Ah bon ?» Et là-dessus, ils m'ont emmené dans un espèce d'endroit qui sentait l'huile de je ne sais pas quoi. C'est une espèce de petite usine pour fabriquer des moteurs. Là, il y a Romain qui m'a dit, c'est formidable, on va faire la scène. Ici, on va mettre des balcons, tu vois. On pouvait faire une salle à droite, une salle à gauche, une salle là-haut en balcon. Là, des gradins, et puis en dessous, on va faire les loges. Ah, les loges, ils sont fous complètement. Je dis, oui, c'est bien ça. D'accord, on commence les travaux demain. Là, Qu'est-ce que c'est que ce bordel? je suis quand même vachement bien maquillé. Ou alors je suis très jeune. C'est une photo des travaux du Café de la Gare. Nous sommes dans l'entrée du Café de la Gare. Là, il y a Miu Miu qui est sur la truc. Et puis, il doit y avoir... Attends, je regarde. Il n'y a pas de truc là. Là, je sais pas qui c'est. Là, c'est Romain. L'ambiance, ça ressemblait à ça pendant les travaux, quoi. Oui, ça ressemblait à ça. Il y a tout le Café de la Gare qui fait semblant de bosser derrière. Je me souviens d'un soir, comme ça, il y a ce tac qui est arrivé avec un jeune homme grand, beau, blond. Je dis à Romain, il est sympa, le copain qui est avec ce tas. Et Romain me dit, oui, mais tu vois, ce gars, il va avoir du mal dans le métier parce que c'est son physique. Je dis, qu'est-ce que tu y trouves? Il est trop beau comme ça. Beauté plate, tout ça, ça fonctionne pas. Je dis, ah bon. Il s'appelait Patrick Devers. À partir du moment où on fait du café-théâtre, c'est-à-dire qu'on construit soi-même son outil, qu'on a son théâtre, on les emmerde, en gros, et puis on fait ce qu'on veut, et c'est là qu'on se trouve. Bon, on a tous un peu construit le théâtre. Ouais. Moi, parmi les bâtisseurs, j'étais, disons, le moins habile. Il foutait rien dans les travaux, mais il avait une manière de dire, c'est incroyable que vous ayez réussi à faire ça, tu vois. Une telle manière de le dire que tout le monde trouvait qu'il faisait vraiment partie de l'équipe, quoi. Je me souviens d'endroits où peut-être j'ai dû planter un clou ou deux, quelque part par là. Les moines cisterciens fabriquaient leur couvent. Nous, on devait être des acteurs cisterciens, quelque chose comme ça. On avait des cadres, on coulait du plâtre, puis on mettait des conneries dedans, une empreinte de pied, son nez... je ne sais pas quoi, tu vois, des clous. Puis on a fait comme ça tout un bas-relief qui s'intitulait « C'est moche, c'est sale, c'est dans le vent ». Ça, c'est une période où on n'avait pas de rond, on a fait ça. Ça vient d'où, c'est moche, c'est sale, c'est dans le vent? C'était une phrase qui était marquée dans les chiottes d'un resto où on allait souvent. « C'est moche, c'est sale, c'est dans le vent », ça nous a paru très nous. Comment j'ai commencé? En faisant du plâtre. De l'électricité, des ciments, tout ça, en faisant le Café de la Gare. Il y avait le magasin Inno pour les outils, tout ça. On avait besoin tout le temps d'outils. Alors, il y avait Boubou et Coluche qui avaient été un petit peu cambrioleurs. Il y avait les faux voleurs dont je faisais partie. Alors, nous, on attirait les poulets de la boîte dans un endroit. Et pendant ce temps-là, les vrais faucheur ramassait. Un jour, d'ailleurs, Patrick, c'était incroyable, il avait son blouson qui pesait, je sais pas moi, 6, 7, 8 kilos. Et il y a un des flics qui le fait venir dans le bureau. Le flic lui dit les lunettes. Et il s'aperçoit qu'il avait laissé les étiquettes des lunettes qu'il avait. Alors, il a rendu les lunettes. Oh, je suis désolé. Tu vois? Puis il s'est barré.
Un jour, il y a un type qui est de passage comme ça, et ils étaient tous en train d'essayer d'abattre un mur. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Ben, il dit, on essaie d'abattre le mur. Ah, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Il a pris la baramine et il a abattu le mur. En 3 coups de cuillère à peau, c'était fait. Alors, on l'a invité à bouffer, il reste à bouffer avec nous. Qu'est-ce que vous faites? Ben, on fait un théâtre. Oh, c'est marrant, ça. Je peux venir bosser avec vous demain? Oui. Et lui, il est resté, il est devenu acteur. Bon, comme quoi, des fois, la vie... C'était qui? Il s'appelait Jean-Michel Haas. Première monte. Oui. Altitude. Oui. Maintenant, 1. Donc vous avez construit. Oui, on a construit. Mais il n'était pas question au début qu'on soit une troupe de théâtre. L'idée s'est faite de construire un endroit où on n'aurait pas à demander la permission à qui que ce soit de faire quoi que ce soit. Et alors, je sais pas, à 2 mois de la fin, Coluche et moi, on s'est dit, mais comment on va réunir une troupe pour faire du théâtre? Alors, il y en a un qui a dit, on prend les mêmes. Et à l'ouverture, ça s'est passé comment? Écoute, on a ouvert le 11 juin. Et bientôt, enfin au bout de, je sais pas, une semaine, 15 jours, la salle bourrée. Et on a fait le premier 100 personnes, je me souviens. On a envoyé un télégramme à Coluche qui tournait le pistonné à ce moment-là. Et puis à partir de la rentrée, ça a été plein tout le temps. Et alors, vous avez fait comment? Vous avez fait une grosse promo, par exemple ou... Pas grosse promo, c'est-à-dire qu'on a décidé de ne pas faire de pub, c'était plus économique. Donc on n'en a pas fait parce que le seul pub qu'on a fait, c'est on a tiré une photo de nous devant l'enseigne Café de la Gare et puis on m'a dit on va aller dans la rue et puis on va dire aux gens que s'ils veulent venir, ils ont qu'à montrer la... C'était la naissance du tract, si tu veux. Je ne sais pas si ça existait avant. On appelait ça des polycopiés. Et il y a une légende qui raconte que Romain Bouteille a donné un tract à Jean-Paul Sartre un jour. Ouais. C'est pas une légende, c'est vrai. Hein. Mais c'est comme le Café de la Gare, on dit que c'est un mythe. C'est vrai quand même. Il a une double occlusion intra-duodénale par suite de perforation sous-pancréatique en étoile avec éclatement herniaire, d'où épanchement de matière fécale et adhérence au péritoine d'un pliage accordéon suspect, vraisemblablement du papier hygiénique. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Comme ça marchait, on avait tous l'impression qu'on était des génies. Mais ça, on le criait pas sur les toits, c'était pour nous. C'est un truc, bon, maintenant, on doit être formidable, on doit avoir un talent extraordinaire. Tous les soirs, paf, on remplit une salle de 350 places. Il y a même des fois, on en mettait 400 là-dedans, on les serrait. Hein. Non, c'est pas moi, non. Je voulais insister sur le côté engagé, parce que je trouve que mon camarade n'a pas assez insisté sur le côté engagé. Mais alors, quand on voit tout ce projet, toute cette organisation, est-ce qu'on peut dire que vous étiez politique ou politisé ou... Ah oui, on était politique. Ouais. On représentait pour les gens quelque chose qui était que politique, c'est-à-dire qui n'avait pas un besoin de pouvoir. Moi, j'étais anarchiste déjà. Je prônais la déhiérarchisation systématique par souci d'efficacité. Je voulais plus qu'il y ait ce sabotage constant des hiérarchies où on brime les gens et où ils perdent toute imagination, quoi. L'anarchie, c'était un état, mais c'était pas une profession de foi. Ça arrivait comme ça. L'initiative doit être sacrée. Si quelqu'un te donne un ordre, fais comme ça, tu vois, alors en anarchie, tu éclates de rire, quoi. Mais si tu obéis, alors tu perds ta faculté d'inventer, quoi. Et ça, c'est grave. Je me souviens d'une phrase de Romain qui était géniale. Je ne sais plus qui avait repeint les marches. Et vous dites, pourquoi tu as fait cette couleur? C'est ridicule. Et Romain avait dit, si ça ne te plaît pas, repeins-les. Ta couleur. C'est formidable. C'est-à-dire que, oui, il l'avait fait. C'est celui qui a fait qui a raison. Quand on est obligé, les choses se font, voilà. Alors, l'avantage des chefs et tout, c'est qu'on peut décliner sa responsabilité parce qu'on a une fonction.
S'il n'y a plus de chef, on a toutes les fonctions. Alors affolement, mais affolement de 80 personnes, vous voyez la force que ça représente. C'est plus fort que l'organisation. C'était un théâtre libre, dirigé par des hommes et des femmes libres. Nous, on s'est inspiré de ça au Splendide aussi. Il n'y a jamais eu de chef. Et cette liberté-là, ça nous a inspiré dans l'organisation de notre petite société à nous. Complètement, vraiment. Bon, on est des enfants de mai 68 et tout, mais cette collaboration anarchique, de consensus, elle est très efficace, en règle générale, dans la vie. Elle est très efficace, elle est plus efficace que la direction pyramidale. Ce qui m'a plu, c'est que dans cette bande, la propriété des personnes n'existait pas. L'anarchie, c'est pas forcément le bordel. Et c'est comme ça que fonctionnait le théâtre. Il n'y avait pas de chef. J'aime bien leur façon de faire, la façon qu'ils ont de se permettre les choses, quoi. C'est-à-dire, la créativité est libre. Il n'y a pas un chef qui dit il faut faire comme ça. Mais pourquoi les chefs seraient-ils forcément des cons? Oh, il en a jamais vu ou quoi? Parce que c'est la condition minimum. Il faut au moins être con pour vouloir être chef. Mais attends, s'il n'y avait pas de chef, toi, tu faisais quoi, en fait? Moi, j'étais garde des sceaux, c'est-à-dire que j'avais... La loi, c'était moi. Mais la loi, le premier article de la loi, c'était l'interdiction de punir. C'est un côté égalitaire, un côté pas de patron, même s'il y a des meneurs. C'est un côté anarchiste joyeux, pas un côté anarchiste militant, un côté anarchiste joyeux. Voilà, c'est ça qui m'a attiré, c'est ça qui était bien. Nous allons vous présenter tout de suite un théâtre et un spectacle qui n'ont rigoureusement rien de commun avec le boulevard. Il s'agit d'un théâtre de jeunes, de ce qu'on pourrait appeler un café-théâtre, dans lequel tous les Parisiens de tous les âges se précipitent avec une extrême allégresse depuis quelque temps. Et Romain Bouteille, qui est son animateur, son directeur, son âme, a bien voulu nous faire le plaisir d'assister aujourd'hui à notre émission. Et je voudrais tout de suite lui demander pourquoi Café de la Gare? Ah, ben, parce qu'il va y avoir une gare peu après. Mais il y en avait une avant déjà. Oui, avant il y avait un autre local qui se situait près de la gare Montparnasse. Et on a déplacé le local en gardant le titre. On s'est retrouvé dans le Marais, en plein Marais, et pas une gare aux environs, l'angoisse. Insolite en effet, ce nouveau théâtre construit de toutes pièces par les comédiens eux-mêmes dans ce qui reste d'une abbaye du XIVe siècle. Insolite, cette nouvelle manière de passer à la caisse. Vous faites tourner la roue et pendant ce temps-là, il y a un discours de Butler qui dit « Ne regardez pas le centre de la roue, ça rend plus stérile. Vous pouvez encourager votre couleur, etc. » Votre couleur va tomber sur un chiffre entre -1 et 20, et ce chiffre, au scandale, va être le prix d'entrée. Ah, -1. Vous avez le droit d'échanger les rondelles entre nous. On a cherché un truc marrant à l'entrée. Puis le côté Butler, tu sais, Coluche, il chantait dans les bistrots. Romain, il venait du cabaret. En fait, il y a un côté harangue comme ça. C'est le violet qui triomphe. La couleur va au centre. Romain a une idée génie, c'est l'histoire de la roue. Ça allait de 1 à 21, je crois, je sais plus très bien. Et il y avait un truc 0, où ils payaient pas, et un -1, où là, on leur donnait 1 franc. Alors bon, tout ça, c'était très amusant. Donc ça faisait partie du spectacle. Et comme c'était marrant, il y avait des chansons, il y avait des trucs. Et il n'y avait pas de rideau du tout entre la salle et l'entrée. Donc les gens qui étaient rentrés, ils voyaient les autres passer à la roue. C'était leur spectacle aussi, en attendant. Puis ils allaient faire pipi, tout ça. Il y avait de la vie à l'intérieur. Qui n'a pas compris, qui n'est pas d'accord, qui n'est pas content, c'est trop tard. Bleu, pétrole, paye 30 francs. Vous montez à la caisse en riant, c'est un jeu. Ça revenait à peu près au prix d'une place de cinéma. Et ça a été notre atout. Ça fait qu'il y a des tas de jeunes, surtout à l'époque, qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Et là, pour une prix d'une place de cinéma, ils avaient une place de théâtre. Et un théâtre qui était un petit peu contestataire, un petit peu, bon, dans l'air du temps. Ah, vous êtes combien, mes chéris? 2? Vous êtes avec 2 là-haut? Non, mais... Alors, allez prendre des places là-haut. Ah, très bien. Allons-y.
Insolite, ce nouveau style d'ouvreuse qui fait de vous un partenaire avant de le devenir lui-même dans un spectacle qui étonne, surprend par son caractère inaccoutumé. Un spectacle contraire à l'usage, aux habitudes. Bref, un spectacle insolite. Nous-mêmes, ça nous chauffait. C'est-à-dire, ça nous mettait en forme pour après rentrer en scène. Parce que les placés, c'était des impros au quotidien. Et là, on était chaud. On arrivait, boum. Ouais, le spectacle avait déjà commencé. Le spectacle avait commencé. Oh putain, ce chantier, dis donc. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Mais comment veux-tu qu'il suture là-dedans, hein? Mais, oh là, et ça heurte, t'as vu, ça heurte? Mais il faut... Qu'est-ce qu'elle fout là? Mais il faut qu'une aorte soit ouverte ou fermée, hein. Touche pas mon jeu, Miu Miu, je te vois, hein. Vous avez fait de cours d'art dramatique? Non, jamais. Mais les cours, c'était le Café de la Gare, puisque devant un public, 300 personnes tous les soirs, ça pardonne pas. Oh là 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 là! Quel bordel! Nous, on était encore au lycée, et nous, ça a fait un choc. On a dit, on veut faire ça, c'est absolument, on veut faire ça. Donc, quand nous, on a fait le Splendide, qu'on déménageait, qu'ils sont venus construire ici, on est venu voir les spectacles ici, évidemment. On est devenus copains. Moi, c'était une merveille, quoi, cette liberté de ton, de tout, quoi. Tout était permis, tout ce qui était marrant était permis. Voilà. À cette époque, si tu étais un jeune acteur comique et que tu allais jouer avec des comiques en renom, tu n'avais pas le droit de faire rire à leur place. Si tu faisais rire, tu étais viré, tu vois. Il y a une hiérarchie, tu vois, parmi les acteurs. Tandis qu'au Café de la Gare, le mec qui était drôle avait le droit de faire rire, tu vois. Ah bon? Bah oui. Ça donne au milieu de la troupe une aisance, quoi. Tu vois, c'est plaisant pour un acteur. Il y a un vent de liberté. Le personnel du bloc 815 vous souhaite la bienvenue. Il est 23h. Il apparaît sur nos écrans que vos chances de survie sont maintenant à 0,0007%. C'était un moment de ma folle jeunesse où j'ai passé ici à aller voir les spectacles. On était là tous les soirs et c'était toujours différent, tout en étant le même thème, mais c'était ça qui était vraiment chouette. Il y avait beaucoup d'improvisation et ça, c'était une leçon, quoi, de voir comment on peut broder, improviser, jouer avec le public. En tant que spectatrice, et puis j'ai fait quelques petits spectacles ici avant le spectacle principal qui était à 21h30 ou 22h. Je crois que tous les acteurs sont un peu les auteurs de cette pièce. Oui, par ordre de flemme croissante, oui. Mais il me semble qu'il y avait quand même des pièces qui étaient écrites. Des boulons dans mon yaourt, le graphique de Boskop, tout ça. Donc c'est quoi? C'est des textes, mais qui n'étaient pas définitifs, c'est ça? Oui. Mais ça, en fait, c'est ça l'improvisation. Et alors on peut dire que à la base, le café de la Gare, c'est l'improvisation, l'école de l'improvisation, mais qu'on pourrait dire sous surveillance. Ma formule, c'est que c'est un métier qui s'apprend pas, mais qui s'invente. Je m'en fous, moi. Ce que je veux pas, c'est qu'ils aillent au-delà du pont de l'Alma. Mademoiselle, vous restez avec moi, s'il vous plaît. Ne quittez pas. Le théâtre est quelque chose de vivant, qui fonctionne pendant 1h30, hors du monde, uniquement dans le monde du théâtre. Il peut se passer des choses. Et si ce qui est dit ce soir-là est très bien, ça se garde. J'ai l'imagination, sans que ce soit même le principe de la Ligue d'impro. La Ligue d'impro, c'est sympa, mais c'est un principe. Donc, c'est un truc de virtuosité dans lequel, voilà, on admire la virtuosité des gens. Là, moi, je préfère ça. C'est-à-dire que dans une pièce qui est écrite, eh ben, on bifurque. Quand on est dans la situation, eh ben, on bifurque. Le mec a dit, tiens, apporte-moi un thé. Il n'y a pas de thé. Ah. Alors, tout le reste de la scène est avec du thé, pas de thé. Bon, ok. Bon, je bifurque sur autre chose. On improvisait sur un canevas, mais toutes les semaines, on se remettait en question. On disait, ça, c'est trop long. Garde ça, c'est marrant. Enlève le reste et tout. Qu'est-ce que vous foutez là? Vous voulez ma photo? Oh, de quoi je me mêle, mademoiselle? Vous me regardez? Ben non, ils sont à 1h30, tout en plus avec les femmes et les enfants. Racontez pas votre vie, commissaire. On essayait des choses, mais la majorité se faisait aux yeux du public. C'était rigolo. Moi, je me souviens, par exemple, j'avais une tirade, entre guillemets. Hein. Je faisais une déclaration de syndicaliste, voilà.
Et le premier jour, j'entends un mec qui me répond dans la salle, et c'était Romain. Ah, et alors toi, alors, je réponds un peu, ça dure 1 minute. Le lendemain, je reprends ma tirade, il y avait 2 verres à côté de lui. Et puis après, on a pris 15 minutes. Ça a duré. Voilà, c'était, tout s'inventait comme ça au fur et à mesure. Laissez-moi prendre la liberté de vous éclairer à propos sur les quelques... parce que mes camarades m'ont demandé par-dessus tout d'être vrai. Alors, dans 1000 ans, le monde sera peuplé d'hommes. C'est les débuts du stand-up, hein, ça. Il raconte ce qui lui passe par la tête et surtout, il ne rit pas de ce qu'il dit, mais du rire des gens. Et c'est très, très caractéristique. Si tu peux analyser tout, tu prends un monologue de Coluche, c'est exactement les mêmes positions, les mêmes changements de pied, un monologue de Rufus, c'est pareil. Un monologue de Romain, c'est pareil aussi. C'est une école. Alors, qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un homme? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pour moi, Patrick, c'est un de mes plus beaux et plus émouvants souvenirs de jeu d'acteur. Être en scène avec lui... Ah non, les mecs, hein. Non, qui c'est qui a piqué le bout d'aorte que j'avais mis de côté? Ça marche pas, ça, hein. Allez, à boule. Alors? Oh bah, vite tes poches, toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses à d'aorte? Regarde le travail. Alors, tu raboutes le bout au bout, là? Tu raboutes comme ça au bout? Bah, tu raboutes le bout au bout. Ah oui, je raboute comme ça au bout. Bah, alors... si je raboute comme ça au bout, ça va tirer. Il va être comme ça, le mec. Et rigolo, va, réfléchis un peu. Si tu mets le bout de ton côté, c'est bon? Ah ouais? Tu trouves ça bon, toi? Ah bah, vas-y. Fais-le asseoir, là. Hein? Fais-le asseoir. Oh. Faut réfléchir, hein. Avec 5 fémurs en moins, c'est bon. Patrick avait une espèce d'élégance avec une sûreté naturelle et en même temps une brisure quelque part et une grande sensibilité. C'est un des comédiens avec qui j'ai pris un des plus grands plaisirs peut-être à jouer en tant qu'acteur. La tour Montparnasse, elle doit sauter à 16h. On fera sauter ni le pont ni la tour. Pourquoi? Ça dérangerait les Beaux-Arts? Bon, parce qu'entre le pont de l'Alma et la tour Montparnasse, il y a le café de la gare, là. Moi, quand j'ai eu la chance de jouer ici, c'est une merveille. Ça m'a enlevé le trac pendant plusieurs années, tellement... on avait le droit de tout faire, donc aucun souci. J'adore ça, ça me met dans un état d'excitation intellectuelle et de jubilation qu'on adorait, quoi. Et il y avait du mouvement dans la troupe? Des gens qui arrivaient, des gens qui repartaient? Oui, à un moment donné, il y a eu Depardieu qui est venu. Et c'est à ce moment-là qu'on nous les a chopés, Miu Miu, Depardieu, Patrick, pour faire un film. Et le soir, ils revenaient jouer. Ils étaient un peu fatigués parce qu'ils avaient fait tourner toute la journée en nous disant « Oh là là, on est encore tombé sur une sous-merde » avec un metteur en scène navrant, enfin, etc., etc. Ils étaient très démoralisés. Et d'ailleurs, ils ont failli foutre le tournage en l'air en se tirant. Et puis voilà, ça a été les valseuses, quoi. Qui d'autre est passé? Où on a eu, pendant un moment, comme personnage pour jouer Robin des Bois, Renaud, qui, avant de faire la chanson, a fait de la comédie avec nous. J'étais en vacances à Belle-Île. J'étais parti là-bas en autostop en 70. Et j'ai rencontré Patrick Devers, qui traînait sur le port. Je lui ai tapé une cigarette. Et le soir, on a fait plus ample connaissance. On s'est retrouvés dans une baraque avec des copains. Renaud nous a frappés parce qu'il était hyper maquillé, un peu à la David Bowie, qui n'existait pas encore.
et en vélo et avec les cheveux assez longs. Et il nous a proposé du hache. Je me suis mis à chanter mes premières chansons. Comme ça, il y avait une guitare qui traînait. Ça l'a fait marrer. Et il m'a demandé de venir le voir à Paris, au Café de la Gare. Je connaissais pas le Café de la Gare, je connaissais pas le Café Théâtre, c'était le tout premier. Et comme j'avais fait marrer avec mes chansons, et que je ressemblais à un des comédiens du Café de la Gare physiquement, qui devait s'en aller, il m'a proposé de remplacer le comédien. Et j'ai donc au pied levé remplacé ce type, avec Bouteille, Miu Miu, tout ça. Et je tire mon espadon. Vous avez déjà joué des pièces du répertoire classique ici? Oui. On avait joué Cyrano de Bergerac, mais parce on avait hérité d'un stock de costumes qui allait bien avec cette époque. Donc on avait fait un sketch qui durait à peu près, je crois, 7-8 minutes. Tout Cyrano en rien qu'on grommelle. C'était embêtant pour l'auteur, mais on parlait comme ça. Mais c'était très drôle, ouais. On comprenait quand même l'histoire ou... Ah, tout à fait. Alors, c'est la première fois de ma vie lorsque j'ai pu jouer Cyrano de Bergerac. C'est dommage que j'ai jamais pu le jouer autrement, parce que je pouvais le jouer sans prothèse. J'avais le nez assez fait, mais enfin bref. Au début, le Café Théâtre, c'était clair, personne ne pouvait rentrer dans les théâtres. Enfin, il y a toute une génération qui se sentait pas rentrer dans le théâtre à rideau rouge. Donc, voilà, Café Théâtre, on vend une boisson et puis on donne un spectacle gratos, voilà. Et puis, c'est marrant parce que le fait d'accueillir les gens, ça enlève du trac complètement, ouais. C'est clair qu'on est là, puis on va jouer. On va faire... Il n'y a pas le mystère, le rideau s'ouvre et je suis quelqu'un d'autre. Et c'est ça un café-théâtre? Ouais. Vous voulez visiter? Ah ouais, ça j'aimerais bien voir ça. Eh mec, c'est un type de la télé là. Eh ben, je vais vous présenter le Splendide. Alors, il y a Christian Clavier. Bonjour. Il y a des toilettes, hein. Michel Blanc. Oui, comédien, dit un tel. Et Marianne Chazelle. Je me suis coupé le doigt. C'est ta faute. Et, n'est-ce pas, le grand, comment tu t'appelles, toi, hein? Thierry Lhermitte. Et comment vous êtes retrouvés? Est-ce que vous êtes tous des acteurs professionnels ou au contraire? On va gêner. On gagne notre vie un peu. Justement, est-ce qu'il y a un avenir dans le café-théâtre à l'heure actuelle? Je crois qu'il y a plus d'avenir dans le café-théâtre actuellement que dans le théâtre proprement dit, parce que les théâtres ferment et les cafés-théâtres ouvrent. Le Café de la Gare, c'était le bateau amiral, disons, dans le truc, puisqu'il y a, je sais pas combien, ici, il y a 300-400, un truc comme ça. Nous, on était tous copains, amis. Il n'y a aucune même pas concurrence. Au piano, Patrick Devers, conservatoire de Mulhouse. Eh ben, va éteindre le piano. Va éteindre ou c'est ma main sur la gueule. Ça va pas, t'es complètement, t'es complètement dans le... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, va fermer le piano, j'ai été fermer le piano, je voudrais pas me faire engueuler de tous les côtés. Il n'y a pas de te faire engueuler, regarde ce que tu fais. Il y a quand même une façon de fermer un peu plus enfin, il y a fermer le piano et fermer le piano. J'ai fait les deux. Non, alors Romain, faut pas de ma gueule en plus. Hein. Ce talent, il était collectif. Il était entre nous. Parce qu'on se marrait, on s'amusait. On était dans une espèce de création continuelle. Quelle heure il est? Moins 10. À la soupe! Entracte gratuit, soupe semi-populaire. Elle est fraîche, ma soupe, elle est fraîche. À la soupe, à la soupe. À quoi correspond l'assiette de soupe à l'entracte? C'est encore un jeu, c'est une farce. Certains ont voulu voir là-dedans une allusion à la Bible, au partage de la soupe. Alors là, c'est totalement étranger à nous. On fait la soupe parce qu'on n'a pas envie de servir les boissons qui ont un nom. Et les boissons piquantes, les choses préfabriquées en bouteille, c'est triste. Alors là, on fait la soupe, on touille la soupe et on sert la soupe. À la soupe! Derrière cette histoire de soupe, il n'y avait pas aussi un truc fiscal? Exactement. Si on faisait un spectacle, il fallait rentrer dans les normes administratives du spectacle, payer les congés spectacle, patati patata. Quand tu fais une salle et que tu as un débit de boisson sans alcool, donc tu n'as pas besoin de licence 4, c'est une licence je sais pas combien, ou j'en sais rien, et tu vends de la soupe, un thé, ce que tu veux comme boisson, et le spectacle est gratis. Est-ce que c'est rentable un café-théâtre? C'est pas... Faut pas compter dessus pour faire fortune, surtout avec les patrons. Mais c'est viable, oui. Comment tu gères l'argent? C'est souvent par là où ça merde. Ah ouais, c'est souvent. Alors, il fallait faire un tas avec les billets. Quoi. Il n'y avait pas de carte bleue à l'époque. Et on faisait un tas avec les billets. Tout le monde se mettait autour spontanément.
Et on distribuait les... Il y en avait un, n'importe lequel, qui disait... Il y avait un billet à lui, un billet à lui, un billet à lui, etc. Il faisait le tour, et après, il faisait la suite des billets de la recette. Ce qu'il y avait de formidable au Café de la Gare, c'est que personne... Il y avait souvent des engueulades, mais pour des conneries, puis, ou bien des choses intellectuelles, mais jamais pour le pognon. Si une chose est raisonnable, si elle demande du bon sens, si elle est rentable, si elle permet des perspectives d'avenir, etc., alors faut pas la faire. Il y avait de l'argent, mais franchement, on le dépensait. Ah tiens, si on allait aux Bahamas, quoi. Et puis on revenait, on n'avait plus un rond. Mais on savait que en ouvrant, il y aurait des gens devant la porte. C'est ça qui était étonnant, c'est que quand on n'était pas là, on disait pas c'est fermé, ou on le prêtait à quelqu'un, le théâtre, ou on fermait en disant on revient tel jour, mais sur la porte. Oui, donc vous étiez des gros hippies en fait. L'image que les gens ont, c'est qu'on baisait tous ensemble et qu'on se défonçait comme des malades. Et à ma connaissance, non. Non pour la défense ou non pour les deux. Alors là, je veux dire que là, ça, c'est un truc extraordinaire dans cette maison. Je ne voudrais blesser personne, mais fut un temps, moi, je quittais le théâtre le soir après la représentation et je rentrais dans mes foyers. Mais eux, la bande de joyeux, ils allaient tous bouffer après, hein, et ils finissaient la nuit à je ne sais quelle heure. En général, assez tard le matin. Que s'était-il passé en 30 ans, je ne sais plus. Si bien qu'au bout de quelque temps, je ne savais plus qui était avec qui. J'avais même demandé à l'époque que l'on le mit au tableau de service afin que je ne fasse pas d'impair. Faites l'amour, pas la guerre. Ils n'ont pas fait la guerre. Je peux vous le garantir. C'était vraiment une communauté. Pendant tout le temps où il n'y avait pas de mariage, pas d'enfants, etc., on habitait ensemble, quoi. Moi, j'ai très longtemps dormi sous les gradins. Et puis ensuite, en haut, là où habite maintenant Sautat. Et on vivait, on mangeait ensemble, on dormait, on parlait ensemble. On ne se quittait pas, on se quittait un petit peu, mais pas très longtemps. Tout ce qui se passait entre nous était de l'ordre des émotions, quoi. C'était... On aimait bien être ensemble, quoi. Il n'y avait pas de déclaration d'amour entre nous, hein. On était bien. On discutait des heures, de l'état de comédien, de tout, comme disait Coluche, de la mort et de la coiffure. Et c'est quoi les limites de cette anarchie joyeuse? Bah, il y en a toujours un qui finit par vouloir être le chef. C'est le problème de l'anarchie, c'est qu'en anarchie, chacun a sa propre anarchie. En plus de ça, ça c'était la grande spécialité de Bouteille, c'est que Romain nous envoyait une théorie un soir, formidable. Le lendemain, quand on lui disait « Oui, mais tu dois dire ça, hier soir, t'as dit que c'était comme ça. » Il dit « Ça change, ça doit changer. » Il bouleversé, ça allait vite. Hein. Parlons quand même des... C'est une famille et tout, mais parlons des choses qui fâchent. Dans une famille, on s'engueule, non? Tout le temps. Ouais. Mais ça, c'est sain. Ouais. C'est très bon. Alors, niveau engueulade, tiens, anecdote au niveau des engueulades. Dans un spectacle, c'est moi qui levais le rideau. Bonsoir. J'avais un long monologue. Alors imaginez que demain, ou plutôt non, n'imaginez pas. Écoutez.
Et je commençais à jouer à toi, et j'entendais s'engueuler derrière en coulisses. Eh bien, puisque c'est ça, je ne joue pas ce soir. Blam, une porte qui claque. J'ai dit, tiens, on a un perdu, hein. À cette époque, donc, Et je continuais mon monologue, eh ben vous m'emmerdez tous, moi aussi je me plains. Bon, bam, un deuxième qui part. 3 qui part. Le 3, putain, alors, il y en avait 3 en moins. Comment on a fini les spectacles? Soit c'était Romain et Patrick, soit c'était Patrick et Coluche, soit c'était, tu vois, les deux, si tu veux, les personnalités qui parlaient le plus fort s'engueulaient souvent, ils avaient envie de se battre des fois. Puis Miu, elle aimait bien dire « Eh, vas-y, tu... » Je sais qu'un jour, il paraît que Romain a poursuivi Coluche dans la rue avec une chaise pour le tuer. Les gens du bistrot nous disent « Il est passé par là, il avait une chaise. » Coluche avait une manie, un tic, c'était de nous voler nos répliques. Dès qu'on avait une réplique qui faisait un peu rire, vloup, il trouvait toujours le moment de la dire avant nous. Alors avec Patrick Devers, on trouvait ça pas très professionnel et ça nous énervait particulièrement. Si bien que on attendait Michel dans la loge au moment où il allait changer de costume, et là, on lui foutait une trempe. Alors, il était sage pendant 8 jours, puis c'était plus fort que lui, plaf, il recommençait. Ah, ça, petit à petit, ça lui est monté à la tête. Il trouvait que tout le monde était mauvais, à part lui. Il devenait très désagréable. Il devenait facho. Il avait des opinions sur les qualités artistiques d'un tel et un tel, pas un tel, etc. Moi, un soir, j'en ai eu ras-le-bol. J'ai dit, je ne monte pas, je ne vais plus en scène avec ce mec. C'est Romain qui a dit, écoutez, c'est lui ou moi, quoi. Tout le monde a dit, c'est Romain, parce que Coluche était très, très, très pénible à l'époque. Et puis, ils se sont frités parce que c'était deux... Il y avait 2 chefs. Voilà, et ça en anarchie, déjà, un chef, c'est pas bon. Compliqué. C'est pas bon. En anarchie, c'est mauvais, ça. Donc, il était obligé qu'ils partent. J'ai fait un spectacle tout seul parce que j'avais une troupe avant et qu'ils m'ont viré. T'as charlé un mec, oui, moi, oui, tout ça, oui, moi, oui, tout ça. Puis les mecs, non, moi non. Je me suis rendu compte par la suite qu'en fin de compte, sur scène avec nous, il était en train de faire naître le grand soliste qu'il allait devenir. Et c'était normal. Il avait besoin de la scène pour lui tout seul. Est-ce que c'est toujours politique de jouer au Café de la Gare? Ou alors est-ce que c'est devenu un théâtre comme un autre? Ah non, pour moi c'est extrêmement politique de jouer dans cet endroit parce que c'est un théâtre qui est encore indépendant, c'est un théâtre qui a cette histoire de contre-culture, et que donc c'est être en résistance que d'être dans cet endroit. Ah ouais. Bonsoir, coûterait 2 places. Je me souviens très bien de quand ils m'ont dit c'est bon, t'as ton créneau, tu joues les lundis soirs. C'était fou quoi. Je vais vraiment tout faire pour qu'on passe un moment chaleureux. Tu vois. Et en plus, regarde, ce soir, ça ne peut qu'être chaleureux. On est complet. Non mais attends, c'est un truc de ouf. Je dis pas ça du tout pour me le raconter. C'est juste que pour moi, c'est un beans, ça. Et il faut que vous sachiez, j'ai vécu des soirées beaucoup plus clairsemées. C'est ça, il y a genre 1 an et demi, je jouais devant 5 personnes, dont le régisseur. Comment j'ai rencontré les gens du Café de la Gare? J'avais écrit un spectacle 2 ans auparavant et ça faisait 2 ans que j'essayais de le monter. Et puis un jour, un ami m'a dit « Non mais il faut que tu joues le spectacle en entier et que tu le présente à des producteurs en entier. » Ah oui, pardon, je suis la mère de Maïwen. Et contre toute attente, c'est bizarrement les gens du Café de la Gare qui m'ont fait une vraie proposition ferme, alors que tous les autres producteurs et directeurs de salles que je visais trouvaient 1000 excuses pour ne pas prendre le spectacle en l'état, ou ils voulaient que j'ai un parrain pour faire de la promo parce que j'étais pas assez connue, enfin. Alors que eux disaient non, non, mais voilà, nous on aime ton spectacle, si tu veux, on te file le lundi, il y a personne le lundi à 22h. Eh, t'as un nouveau débardoir.
Débardeur, ça va. Leur façon de faire artisanale, autodidacte, m'a permis de gagner beaucoup d'argent. Et tout cet argent que j'ai gagné, je l'ai mis dans mon premier film. Je m'en vais, maman. Ouais, donc ça t'a permis de faire ce que tu voulais comme tu le voulais, quoi. Ça m'a permis, pour la première fois, d'exister à travers ce que je proposais. C'est important que les gens soient mal assis au Café de la Gare, c'est la tradition. C'est la tradition, c'est tout ce qui reste des débuts. Le mal au cul. Le mal au cul. Est-ce que tu peux nous parler du rapport scène-salle? C'est une super scène parce que c'est une super salle parce qu'il y a du monde des deux côtés, mais tout le monde est en face. Donc c'était une salle merveilleuse à jouer, l'acoustique était super, c'est pas trop grand, pas trop petit. Non mais carrément, ici c'est vraiment la meilleure forme de salle possible, où il y a vraiment un truc où on sent que le public il fait corps. Et puis tu sais, j'avoue, je kiffe la config. En fait, je vous vois grave. Non mais je vous le dis, je sais que je vous ai tendu là. Je sais que quand tu vas voir du stand-up, t'es en mode je veux pas qu'il me parle. Je suis pas à l'aise avec ce choix vestimentaire que j'ai fait ce soir, je veux pas qu'il me parle. J'ai mis ce chandail, je n'aime pas ce chandail. On me l'a offert à Noël, la personne qui me l'a offert est à côté de moi. Le bruit des rires, il est extrêmement fort, ça nous revient en pleine tête, c'est organique. T'es avec les gens, s'ils sont là, tu le sens, s'ils sont pas là, tu le sais tout de suite. Il y a plein de salles où on peut sortir de scène en se disant oh, putain, c'était dur ce soir et tout ça, et en fait, les gens étaient morts de rire, sauf que t'avais pas le retour, etc. Ah non, il y a un rapport ici qui est incomparable. Un jour, j'ai marché dans la poche d'un mec. Il était, tu vois, sur le bord de la scène, et il avait sa veste comme ça, et moi, je devais bondir. Et j'ai bondi, et j'ai appuyé, et j'ai marché dans la poche de sa veste, là, la poche poitrine, et j'ai entendu... Ah ouais, j'ai adoré cet endroit, mais adoré. Et j'adore toujours. Aucune salle de café-théâtre n'est aussi belle et bonne salle que celle-là. Plus la hauteur de plafond. Il y avait une tyrolienne à un moment, on faisait bzzz, comme ça, on arrivait là. Là-haut, on descendait par la plateforme, là. Ah, donc tu vois, t'as la petite lucarne. Tu vois le rond, là? Ouais. Ben, ça, c'est chez d'accord, Sota. c'est chez Sota, d'accord. Et alors, est-ce que habiter dans un théâtre, au final, c'est bien? Oui, ça c'est bien, oui, parce qu'on a un appart là-haut, il y a un hublot par lequel on voit la scène. Et génération après génération, puis t'as toujours un bébé qui a l'œil dans le hublot, et on entend rigoler, il regarde les spectacles. Moi, quand j'étais petit, je passais la porte et je venais regarder les spectacles depuis les poutres. Donc, je passais du temps sur les poutres. Et c'est quand même juste hyper dangereux, en fait. Ouais, voilà. T'avais le droit ou tu risquais? Ah non, j'avais le droit. Je peux regarder le spectacle? Ouais, vas-y. Je dormais dans les gradins pendant les répètes, pendant les montages de décors, les séances lumière jusqu'à 5 du mat et tout, mais j'avais le droit, j'avais ma petite couette et tout, j'allais à l'école le lendemain. J'assistais à toutes les répétitions, en général je savais le texte avant les comédiens, enfin il y avait plein de choses qui étaient quand même assez chouettes, parce que comme terrain de jeu, un théâtre c'est quand même pas rien. J'ai monté Grand-père émissaire du Troisième Reich de Brecht quand j'avais 16 ans, j'ai voulu monter ça. Bah oui, parce que je suis là à Nyon, moi je suis au Café de la Gare, je me rends pas compte, normalement on fait pas ça. Parce que justement, on m'a appris qu'on était libre et qu'on faisait ce qu'on voulait. Et du coup, quand j'ai monté ça, il y avait un peu des gens ou des journalistes qui pouvaient dire « Ah, mais c'est pas du tout du Brecht au Café de la Gare, c'est pas du tout ça et tout. » Et je me souviens que les gens du Café de la Gare répondaient « Bah si, justement, c'est exactement ça. Une gamine de 16 ans qui dit qu'elle va monter un Brecht et qui le fait, ben voilà, c'est exactement ça, le Café de la Gare. » Moi, ma première expérience sur scène, c'était un prologue dans La mort, le moelle-nœud. Vous admettrez tout de même que certains décors fabuleux exacerbent le moindre quotidien. Ah non, justement, ne croyez pas ça. Il y a des gens qui tiennent des propos d'une banalité désespérante au plus profond de la jungle amazonienne. Je faisais vraiment le début. C'est-à-dire, je faisais 5 minutes au début du spectacle, et ensuite j'allais me coucher parce qu'il y a l'école le lendemain. Je vous remercie, docteur. J'espère ne pas vous avoir ennuyé. Je vous dois. Bon, il s'en prend comme d'habitude.
Je le dis merci au Café de la Gare et pour leur inspiration et pour leur aide, pour nous avoir accueillis dans ce milieu que nous on connaissait personne du tout. Hein. Ce que j'ai appris ici, c'est la liberté de ton, le fait de ne pas avoir peur de faire les choses et puis de ne pas se laisser faire aussi. Dans cet endroit, on sait qu'il y a une âme. Il y a comme les fantômes de quelque chose qui sont là, qui habitent le lieu. Oh, il y a 2-3 trucs qui ont changé, mais il est toujours là. On peut changer quelques mâts sur un bateau, arranger, on refait les peintures, mais le bateau, c'est le même. Quand je reviens, effectivement, c'est plein de choses qui me sautent à la gorge. Donc, ouais, c'est bien. On demandait tout à l'heure qu'est-ce que ça me fait quand je rentre ici. C'est un peu comme si je rentrais dans la maison de mon enfance. Tu vois, nous, on s'est choisis. Je peux même pas expliquer comment c'est arrivé. The way of life, tu vois, ça s'est fait tout seul, quoi. Le boulot du Café de la Gare est un boulot immense, parce qu'ils ont réussi à toucher les gens. Il y a eu un vrai amour pour cet endroit sur plusieurs générations, parce que là, on nous parlait, quoi. Oh, trop chouette. On est bon? Oh, je suis content d'avoir vu ça. Dis donc, je croyais que ça existait plus. Alors, on n'a pas fait le clap de fin. Et clap de fin. Et voilà, c'était l'histoire du Café de la Gare. Oh, Guillaume. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je voulais une fin un peu comme ça, genre Non. ouais, quoi. Non, non. Ah bon? Bah, je me tais alors?